Bonsoir à tous, bienvenue dans 27-27, la grande conversation des citoyens européens. Ravi de vous retrouver. Au programme de cette émission, l'héritage du mouvement MeToo. Dans le sillage des révélations sur les viols commis par Harvey Weinstein, des millions de femmes ont hurlé au monde l'ampleur des violences sexistes et sexuelles qu'elles subissent. Mais 5 ans après, quel bilan peut-on faire de cette libération de la parole? L'évolution espérée a-t-elle seulement eu lieu? MeToo a-t-il fait avancer la cause des femmes? Vous le savez, nous organisons avant l'émission un atelier de réflexion collective avec des Européens éclairés, engagés ou experts, et on leur a demandé ce qu'ils pensaient de MeToo en un mot. C'est un phénomène social total. Courage. Chercher l'équité. Opportunité manquée. Libération nécessaire. Un début. Soulèvement. Et pour débattre de l'empreinte de ce phénomène, nous recevons 2 femmes incarnant 2 visions opposées de ce mouvement. Membre du collectif La Relève féministe, Fatima Benomar incarne le renouveau de ce militantisme qui œuvre pour la mise en pièces du patriarcat. Un combat encore loin d'être gagné. Face à elle, Svenja Flaspeler, directrice de Philosophie Magazine en Allemagne. Elle regrette que MeToo ait enfermé la femme dans un rôle de victime, soumise au bon vouloir des mâles, au lieu de célébrer sa puissance. Notre reportage nous conduira en Suède, pays de l'égalité femmes-hommes par excellence. En apparence seulement. En tout cas, les conséquences de la vague MeToo ont laissé de profondes cicatrices dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont peur de témoigner. Les jeunes filles, notamment, sont effrayées. Elles n'osent pas aller porter plainte au commissariat. Elles n'osent pas parce qu'elles ont peur d'être attaquées ensuite en diffamation. Enfin, dans notre grand entretien, je recevrai Christina Sweeney Baird. La jeune romancière britannique a imaginé un monde où les hommes ont disparu. Fantasme utopique ou cauchemar dystopique, elle nous racontera. Voilà, c'est le programme de 27 et c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce débat comme chaque semaine. À mes côtés, Corentin Chrétien-Droz, Gottgvel, Corentin. Gottgvel, Nora. Alors, je le dis pas bien, mais c'est quelle langue? C'est du norvégien. J'ai un peu triché, c'est pas dans les 27 pour les puristes. C'est pas grave, Quasiment. ils font partie du continent. C'est ça. Corentin, vous allez nous parler des dates, des chiffres, des données et être le rapporteur du débat que nous organisons en ligne avec des Européens éclairés, des experts ou alors engagés justement, ou simples citoyens avant chaque émission. Oui, des Européens, et en l'occurrence surtout des Européennes cette semaine, puisque nous n'avons trouvé que 2 hommes pour débattre avec nous. On n'a pas fait de discrimination, mais ils n'étaient pas très volontaires pour répondre à notre invitation. Il y en a même un qu'on a été chercher jusqu'en Islande, pour tout vous dire. Alors, je vous rassure, il y avait aussi des féministes, des femmes venues de Danemark, d'Italie, de Grèce, du Portugal ou de France. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient toutes d'accord. Il y a eu des débats. Certaines pensent que MeToo a été une révolution, d'autres pensent que MeToo n'a pas encore commencé, et d'autres enfin pensent que MeToo a été trop loin. Et je précise que vous pouvez retrouver ce débat qui a eu lieu en direct. Il est toujours visible en intégralité sur YouTube. Alors, MeToo, révolution ou statu quo? Vous avez résumé, Corentin, ce débat. C'est votre pourquoi de la semaine. Salut les filles! Je vais vous expliquer le mouvement MeToo. MeToo, c'est le jour où les femmes en ont eu marre de voir les hommes confisquer la parole pour leur expliquer des trucs. Mais je vous rassure, tout a changé. On vous écoute! Quoi? Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? En France, moi je me souviens très bien du jour où ça a commencé, c'était sur Twitter, et tout d'un coup, des milliers de femmes qui se mettent à raconter des histoires, et en fait là c'était un constat un peu indéniable. C'était un choc de constater que c'était aussi étendu. Vous harcelez vos collègues? Arrêtez. Ça fait longtemps que c'est illégal, mais maintenant elles vous dénoncent. En 5 ans, le hashtag MeToo a été tweeté 53 millions de fois. Des journalistes, des ministres, des sportifs ou des écrivains ont vu leur carrière exploser. Les intouchables, les plus privilégiés. Pour la première fois, ils étaient nommés, ils étaient accusés. Dans le milieu de la politique, des affaires, de l'art, c'était un peu comme un iceberg qui sortait de l'océan. Le problème, avec les icebergs, c'est que l'essentiel reste sous l'eau. En France, en Allemagne, en Suède et dans presque toute l'Europe, les plaintes pour viol et harcèlement sexuel sont en hausse depuis 10 ans. Et dans les rares pays qui quantifient les féminicides, rien n'indique qu'ils aient diminué. Son meurtrier et père de ses 4 enfants lui a ôté la vie, faisant de ce féminicide le 122e. Loin de l'élite et des plateaux télé, le monde a-t-il vraiment changé?
En Italie, je dirais que MeToo n'a jamais démarré. On n'a pas eu de MeToo au Portugal. Au Danemark, il n'y a rien eu, absolument rien. MeToo doit-il aller plus loin? Partout en Europe, médias et politiques s'accordent. Il faut dénoncer les agresseurs des femmes, mais pas les nommer. Attendez, pas Tobias quand même. Regardez-le, il a l'air tellement sympathique. En plus, il est riche. Quand Cristiano Ronaldo a été accusé, il y a eu une résistance vraiment très forte. Un beau gosse n'a pas besoin de violer. Un homme riche n'a pas besoin de violer. Le Premier ministre, le président, tout le monde disait « Vous ne pouvez pas le condamner, c'est notre héros national ». On parlait de tribunal fantoche, de chasse aux sorcières contre les hommes. On a même entendu des femmes tenir ce discours, accuser les victimes, dire que ces femmes mentent. Alors qu'en vrai, les femmes sont gentilles. Elles sont incapables de mentir. Attendez, c'est pas un peu misogyne ça? Le slogan « Victime, on vous croit », c'est un vrai problème. On ne peut pas a priori dire « Victime, on vous croit ». Ça veut dire qu'a priori, toute accusation porte la preuve de la culpabilité. La rue et Internet sont devenus des tribunaux. Faut-il entendre leurs témoignages ou revenir à l'époque des huis clos, au silence des femmes et aux hommes tout-puissants? Comment trouver l'équilibre? Libérer la parole des victimes sans piétiner la présomption d'innocence. L'égalité homme-femme pourra-t-elle être imposée sans une révolution? Alors, MeToo a-t-il été une avancée, un recul? Le mouvement a-t-il été parfois trop loin? Fatima Benomar, on a entendu à l'instant dans ce pourquoi que dans certains pays, MeToo n'a pas eu lieu ou alors a eu lieu avec retard. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, 5 ans plus tard, cette libération de la parole? Diriez-vous que finalement, elle a été à géométrie variable? Déjà, j'aime pas qu'on parle de libération de la parole des femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont toujours parlé. C'est la manière dont était reçue leur parole qui les a reverrouillées dans le silence. Moi, j'ai vu des vieilles archives de vidéos qui ont été faites dans les années 90, par exemple, où la question du viol était au centre des débats en France. Et les femmes dénonçaient avec des mots extrêmement clairs ce qu'elles subissaient. Et elles avaient le courage de le faire dans des environnements qui n'étaient vraiment pas réceptifs. Donc, moi, je n'aime pas qu'on parle de libération de la parole des femmes. Par contre, j'aime bien qu'on parle de transmission. C'est quoi MeToo au final? MeToo, beaucoup de gens la datent autour de 2017, au moment où Alyssa Milano fait ce hashtag qui a un grand succès, une grande résonance. L'actrice américaine. Mais 10 ans avant, il y a Tarana Burke qui avait lancé MeToo. C'était une femme noire, pauvre, qui, encore 10 ans avant, était une animatrice dans les centres de vacances du Bronx, avec des petites filles noires, latino, etc. Et un jour, il y a une fille, Heaven, qui a 12 ans, qui lui dit « Je suis violée par mon beau-père, je ne sais pas quoi faire depuis plusieurs années ». Et Tarana Burke, 10 ans après, donc, elle crée cette association en disant MeToo, parce que MeToo, c'est ce qu'elle aurait voulu dire à la petite Heaven, en fait. Svenja Flespoller, est-ce que vous diriez que finalement, MeToo, ce n'est pas tant une libération de la parole que surtout, enfin, un moment pour écouter? Alors, d'abord, je pense qu'il est important de bien écouter ce que vous venez de dire. Et c'est, je crois, l'un des problèmes de ce débat. Il porte sur tout et n'importe quoi. Vous venez de parler de violences pédophiles. Mais c'est différent du harcèlement au travail ou encore des viols systématiques dont Harvey Weinstein s'est rendu coupable. Ce sont des phénomènes très différents. Et c'est là que, à mon sens, se situe un premier problème de ce féminisme MeToo. MeToo prétend aussi, l'air de rien, que nous vivons encore dans une société patriarcale. De mon point de vue, c'est un affront envers les femmes iraniennes, par exemple. En Iran, les femmes vivent dans un patriarcat. Alors que nous, ici, nous sommes 2 femmes assises dans un studio de télévision qui parle de féminisme. Cela n'arriverait jamais dans un patriarcat. Et c'est ça, de mon point de vue, l'angle mort de MeToo. On ne montre du doigt que le patriarcat, les hommes qui oppriment les femmes. Mais cela ne rend pas compte de la complexité de notre époque. Ce que je souhaite dire sur le fait de tout mélanger par rapport à plusieurs formes de violence. Nous, ce qu'on dit, c'est que on peut se représenter
ça comme une sorte de pyramide. Effectivement, en haut, on peut parler de féminicide, de viol pédocriminel, de tout ce qu'il y a de pire. Mais dès l'enfance ou la préadolescence, les filles commencent à comprendre les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elles vont être confrontées à des violences masculines, même on va dire de basse intensité, c'est-à-dire les mecs qui les sifflent dans la rue, qui les arrêtent, qui leur font des propositions indécentes. Et ça, c'est un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que les filles apprennent les implicites de la société patriarcale, à savoir rase les murs, n'envenime pas la situation. Et c'est parce que, couche après couche, elles font cet apprentissage de la gestion de la violence, de prendre sur elles, que plus tard, elles apprendront à tolérer non seulement la banalisation des violences que l'on subit, mais la façon dont nous devons les gérer dans le silence et dans la raison, si on ne veut pas subir à chaque fois encore pire. Là où nous sommes vraiment d'accord, c'est qu'il faut effectivement commencer très tôt à éduquer les jeunes filles et à discuter précisément de ces problèmes. Mais je pense que ce que vous dites montre en fait qu'il ne suffit pas de prendre en compte uniquement la position masculine, mais qu'il faut aussi regarder justement les filles, notre évolution, à nous. Et je crois que si MeToo prenait cela en compte et prenait vraiment en considération la femme, l'incluait dans son analyse, alors elle rendrait vraiment les femmes libres. Mais le problème, c'est qu'on se plaint après coup et on dit « cet homme m'a harcelé sexuellement ». C'est ça le problème. Je pense que nous devons faire les deux, les structures. Et quand je parlais de cette pyramide, c'est que je suis persuadée que tant qu'on ne fera pas dégager la couche la plus inférieure, tout le reste sera maintenu. Alors, Svenja Flespoder, vraiment en 30 secondes. Oui, vous venez de dire qu'il faut commencer à détruire le niveau inférieur de la pyramide. De mon point de vue, c'est un autre des problèmes de ce féminisme. Car je me demande ce qu'il veut vraiment au bout du compte. Veut-il abolir les hommes en quelque sorte? Détruire la masculinité? Ou bien s'agit-il de créer une relation fonctionnelle entre les sexes, où deux sujets, souverains et conscients, se rencontrent dans leurs désirs respectifs? Alors, je vous propose qu'on rentre justement dans les méandres de MeToo, parce que, Corentin, malgré la couverture médiatique, malgré cette libération de la parole, cette libération de l'écoute, MeToo, ça n'a pas vraiment changé la réalité des femmes. Alors, en tout cas, si on regarde les chiffres bruts, les données, non, on ne peut pas parler de révolution. Par exemple, on parle de féminicide, ils n'ont pas baissé. Au contraire, dans la plupart des pays qui les quantifient. En 2021, leur nombre a même plus que doublé au Portugal. Ils étaient en hausse de 20% en France et de 16% en Italie. Alors oui, en Espagne, par exemple, ils ont un peu baissé, mais pas de beaucoup. Et il n'y a pas de vrai changement d'ampleur. Et du côté des condamnations, c'est pareil, pas beaucoup d'évolution. Exactement. En France, par exemple, en 2020, 94 000 femmes se sont dites victimes d'un viol ou d'une tentative de viol. Et si on regarde le nombre de condamnations cette année-là, 683, c'est beaucoup moins. Même constatation outre-Rhin avec un chercheur allemand qui a fait ce calcul. Selon lui, 1% des viols sont condamnés en Allemagne. Alors est-ce que la police ou le système judiciaire sont en cause? Nos invités en ont débattu, ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, on voit encore des juges et des avocats qui considèrent que le viol est juste immoral. Donc pour eux, si ça arrive pendant le mariage, c'est pas aussi important que si ça arrive dans la rue. Par ailleurs, on n'a que 6 mois pour porter plainte pour viol en Italie. J'aimerais avoir l'avis de Sabine et Sophie par rapport au fait que 80% des plaintes qui sont transmises au parquet pour viol ou violence conjugale sont classées sans suite, alors que les fausses accusations sont très rares, entre 2 et 4%, il me semble. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2019, les parquets ont été saisis de 56 000 affaires de violences sexuelles. 61% des auteurs ont été considérés comme non poursuivables. Ce n'est donc pas le chiffre que j'ai entendu tout à l'heure. Et pourquoi ne le sont-ils pas? Soit parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, ou parce qu'il y a un défaut d'élucidation. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retrouver l'auteur. Quand on le trouve, cet auteur, il fait l'objet d'une réponse pénale dans 90% des cas. Donc, ça veut dire que ce chiffre où on dit finalement personne n'est attrapé, il n'y a qu'1% des gens qui sont condamnés, n'est pas exact. Et même quand les femmes portent plainte, vous avez entendu ce chiffre, en France, 61% des auteurs ont été considérés comme non passibles de poursuite. Clairement, Svenja Flespoder, c'est ça le patriarcat? C'est une justice par des hommes, pour des hommes qui les protègent?
Alors, tout d'abord, le viol est effectivement un crime qui fait clairement des femmes des victimes. Il n'y a absolument rien à redire là-dessus. Les femmes sont des victimes. Mon problème avec MeToo, c'est que tous ces cas dont nous parlons actuellement tellement dans la sphère publique détournent l'attention de la violence domestique. Et ça, c'est vraiment un problème. Cette violence domestique qui mène au viol. Et maintenant, revenons brièvement sur la situation juridique. C'est bien sûr un problème lorsque des hommes sont accusés de viol et qu'ils ne sont pas condamnés. Mais il y a un problème au moins aussi important, c'est que les femmes ne portent pas plainte pour viol. Donc le crime n'est pas du tout dénoncé. Je pense donc qu'il faut vraiment voir ces deux aspects du problème. Fatima Benomar. Déjà, je voudrais vraiment avoir une pensée pour toutes ces femmes victimes de féminicide, parce que quand on voit leur parcours, ces femmes voulaient survivre. Elles ont tout fait pour survivre. Parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, les femmes, vous vous manifestez pas, vous quittez pas votre conjoint violent, ce qui est déjà très injuste, parce que c'est au moment où elles veulent partir qu'elles sont le plus en danger. Un gros pourcentage des féminicides ont lieu quand elles décident de se barrer. Et on n'est pas sorti de l'auberge en termes d'idéologie et de représentation. Il y a un quart des jeunes qui disent avoir déjà subi un rapport sexuel non consenti et moins de 3 hommes sur 5 qui estiment que forcer sa copine, si elle l'a dit non, ce serait un viol. Donc, il y a du boulot. Moi, à un moment, je vais parler pour le coup d'un cinéaste, j'ai grandi au Maroc et il y a un cinéaste marocain connu qui me coince au centre cinématographique marocain et qui m'embrasse de force. Bon, je sais pas comment réagir et à un moment, j'en parle à ma cousine. Et il se trouve que, hasard, cet homme serait un vieux cousin éloigné de ma tante. Et ma tante me dit tout de suite, non, mais lui, c'est un excentrique, c'est pas méchant ce qu'il a voulu faire. Et bien tout de suite, je me suis réenfermée dans le silence. C'est ça qui vous a conduit aujourd'hui justement à ce combat, c'est ces expériences personnelles qui vous conduisent à un moment à vous dire il va falloir qu'on ouvre justement cette boîte de Pandore, que la libération de la parole se fasse, la libération de l'écoute. Corentin, c'est ce dont on a parlé dans notre atelier. Oui, parce qu'un tweet, c'est une dénonciation, c'est un témoignage. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une enquête. Et 3 des participants de notre atelier l'ont déploré. Ils ont dit que la rue se transformait en tribunal. Ils étaient un petit peu seuls contre tous dans l'atelier, mais ils ont défendu leur point de vue. Moi, ce qui me gêne avec MeToo, c'est que le débat est quasiment impossible. C'est-à-dire, si une voix critique s'élève, eh bien, tout de suite, on dit « Ah, c'est des antiféministes, ah, c'est le backlash ». Non. C'est une réflexion critique en se demandant est-ce que c'est vraiment bon pour les femmes. Et je n'en suis pas certaine. C'est pas bon pour la société tout entière que l'accusation vale preuve. Le slogan « Victime, on vous croit », c'est un vrai problème. Effectivement, « Victime, on te croit » n'est pas un précepte du droit français. L'accusation qui vaut preuve, eh bien, elle est entendue au plan médiatique. Et même la Cour de cassation a donné raison à 2 plaignantes qui n'avaient pas déposé plainte devant la justice. C'est-à-dire que la Cour de cassation a considéré qu'alors même qu'il n'y avait pas eu de processus judiciaire, le fait de dénoncer un agresseur en donnant son nom sur la place publique, eh bien, c'était acceptable. Mais sanctionner les accusés sans écouter leur version des faits, en attaquant leur présomption d'innocence, qui n'est bien sûr pas celle d'un tribunal, à mon avis, cela ressemble plutôt à une chasse aux sorcières. Et c'est très pernicieux pour tout le monde. Si cela fait de moi un machiste, ça m'est égal. Je suis machiste alors. Victime, on te croit. Fatima Benomar, est-ce que cette assertion qu'on entend beaucoup dans la bouche des féministes notamment, ce n'est pas fouler aux pieds la présomption d'innocence? Est-ce qu'on va pas trop loin? En tout cas, ce que je sais, c'est que la puissance de cette phrase, c'est vraiment de désexorciser. La première terreur des femmes, c'est de ne pas être crues. C'est-à-dire que ce qui verrouille le plus le silence des femmes, c'est que si je parle, et encore plus pour désigner un homme puissant, je suis morte dans le game. Le discours plutôt hégémonique et majoritaire, c'est que ces femmes mentent pour négocier quelque chose ou quoi que ce soit. Alors que quand des femmes, en général, en plus, en situation d'infériorité dans la société, prennent le risque de parler publiquement, c'est-à-dire de se prendre des vagues de haine, des procès en diffamation. Est-ce qu'on n'est pas face à un tribunal médiatique, Fatima Benomar? Mais je pense effectivement qu'on est dans une monstruosité
créée par un état de fait où les femmes, leurs paroles ont dû déborder de l'institution judiciaire où elles n'étaient pas entendues. Svenja Fespoller, qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que, comme le disait l'un des intervenants, on a été dans une forme de chasse aux sorcières, de machisme? Enfin, est-ce qu'on est là-dedans? Quand vous dites « il faut croire les victimes », cela conduit selon moi à un féminisme totalitaire. Parce que, on l'a vu très clairement en Allemagne à propos du cas d'un galeriste du nom de Johann König, qui est accusé par un collectif féministe anonyme. Ce collectif a fait tellement pression sur d'autres femmes pour qu'elles se séparent professionnellement de ce galeriste, pour qu'elles ne travaillent plus du tout avec lui, qu'il est au bord de la ruine. Or, rien n'a été prouvé. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Et ça, c'est de mon point de vue de l'ordre du totalitarisme. Et en faisant ça, ces femmes pratiquent également une forme d'auto-justice. Alors justement, Corentin, des dénonciations qui vont trop loin, est-ce que ça arrive? Oui, évidemment. Alors, les femmes ne sont pas inaptes au mensonge. Il y a une étude écossaise notamment qui parle de 4% des plaintes pour viol qui seraient des mensonges. D'autres études parlent de 2%, donc ça reste quand même infinitésimal. En revanche, là où il y a plus de polémique, c'est sur l'impact que ces dénonciations peuvent avoir sur l'homme qui est dénoncé, notamment en France avec l'affaire Sandra Müller qui a lancé le hashtag Balance ton porc. Elle s'est plainte de harcèlement sexuel de la part de son patron. Son patron, ensuite, l'a accusée d'avoir brisé sa vie. Il y a eu un procès. Elle a été condamnée en diffamation en première instance, puis blanchie en seconde instance, en appel et en cassation. Et parfois, Corentin, la justice n'a même pas le temps de se saisir de l'affaire. Oui, voilà, c'est ce qui est arrivé notamment dans un cas emblématique en Suède, à Stockholm, avec le directeur d'un théâtre qui a été accusé par voie de presse par certains de ses employés de harcèlement. Il a d'abord nié, puis il a fini par démissionner sous la pression, et puis devant le tollé médiatique, il s'est suicidé. Il y a eu ensuite une enquête de la mairie de Stockholm qui n'a pas pu étayer les faits de harcèlement, et donc selon certains, cet homme, c'est la première victime, en fait, de MeToo. Fatima Ben-Omar, face justement à cette libération de la parole, à la libération de l'écoute, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut que parfois ça aille trop loin. C'est pour ça que je vais parler de monstruosité, c'est-à-dire que cette situation aujourd'hui n'est même pas confortable pour les plaignantes qui s'exposent énormément justement à des procès en diffamation, etc. C'est-à-dire que le dilemme, nous on est, ou plutôt l'impasse, c'est que on nous dit la justice ne peut pas se rendre sur les réseaux sociaux, mais quand on dit vous pouvez pas faire la justice là-bas, revenez vers la justice institutionnelle. Et on reconnaît nous-mêmes que même quand elles portent plainte, il n'y a qu'une minorité des hommes qui sont condamnés. C'est-à-dire que ce ministère qui porte comme nom une vertu, donc la justice, est elle-même profondément dysfonctionnelle parce qu'elle porte la thèse comme quoi une grande majorité des femmes qui vont porter plainte seraient des menteuses. Eh bien justement, en Suède, pays qui se qualifie largement féministe, le mouvement MeToo a été là aussi suivi, relayé dans les médias, mais les féministes ont aussi connu un immense retour de bâton. C'est un reportage de Lola Palmier. La Suède fait partie des pays les plus égalitaires au monde. Ici, la majorité des pères prennent 6 mois de congé parental et les hommes n'hésitent pas à se revendiquer féministes. Oui, moi je me définis comme féministe. Pour moi, le féminisme, c'est l'égalité entre tous les êtres humains. Et donc, évidemment, je me sens féministe. Le pays serait-il alors protégé des violences sexistes et sexuelles? Ce n'est pas si simple. La Suède est même le pays où le hashtag MeToo s'est le plus diffusé après les États-Unis. Le mouvement MeToo a été très important en Suède, en raison de notre manière de penser très égalitaire et de notre héritage féministe. On avait déjà bien conscience des inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Et cette culture féministe a permis de libérer la parole des femmes. Dès novembre 2017, un mois seulement après les révélations de l'affaire Weinstein, 70 000 Suédoises ont témoigné avoir été victimes d'agressions sexuelles. Les médias se sont emparés du sujet avec un objectif, dénoncer les coupables. Tous les médias ont bien vu que dans les cas de violences sexuelles, donner le nom et ajouter la photo de l'agresseur, cela attire les lecteurs. Cela permet d'augmenter le nombre de clics, de vues et de commentaires, et donc de gagner plus d'argent. Malheureusement, c'est comme ça que les journaux fonctionnent. Les hommes accusés ont dénoncé un tribunal médiatique, estimant que leur nom n'avait pas à se retrouver sur la place publique.
Pour se défendre, ils ont attaqué en justice leurs accusatrices. L'exemple emblématique est celui de Cissi Wallin. Cette actrice et chroniqueuse télé a été une des premières à donner le nom de son agresseur, un journaliste très connu en Suède. Cissi Wallin a été attaquée en diffamation pour avoir nommé son violeur, l'éditorialiste Fredrik Virtanen. On lui a également reproché d'avoir dit qu'il avait agressé sexuellement d'autres femmes. Elle a été jugée coupable de tout cela, coupable de diffamation. Pour avoir porté atteinte à l'honneur de celui qu'elle dénonçait comme son agresseur, Cissi Wallin a dû payer une amende de 9 000 €. Un verdict indépendant de son procès pour viol qu'elle a également perdu faute de preuves. Comme elle, une douzaine de Suédoises ont été poursuivies pour diffamation depuis le début du mouvement MeToo. Toutes ont été condamnées. On voit que tout cela a un effet dissuasif. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont peur de témoigner. Les jeunes filles, notamment, sont effrayées. Elles n'osent pas aller porter plainte au commissariat. Elles n'osent pas parce qu'elles ont peur d'être attaquées ensuite en diffamation. Vraiment, les conséquences de ces procès sont énormes. On vit un retour en arrière vers la culture du silence. Depuis l'onde de choc MeToo il y a 5 ans, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a diminué de presque un tiers en Suède. Pour les militantes, on assiste ici à un backlash, un retour de bâton en réaction aux avancées féministes. Alors voilà, finalement, on se retrouve face à un backlash, à un retour de boomerang, parce que la parole qui s'est libérée aurait été un petit peu trop loin. Svenja Flaspeler, qu'est-ce que vous en pensez, justement? On risque d'avoir à nouveau des femmes qui sont silenciées parce qu'il y a eu des excès? Je ne pense pas, non. Je pense que ce que nous sommes en train de constater, c'est que nous ne devrions pas nous contenter de pointer du doigt les hommes. Aujourd'hui, la violence ne se limite plus au viol ou à la contrainte, c'est-à-dire à une véritable menace pour la vie et l'intégrité physique. Elle peut aussi être un regard ou peut-être un mot mal placé. Et c'est là que ça devient très compliqué. Par exemple, en Allemagne, pour reprendre l'exemple de Johann König, que j'ai brièvement évoqué tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que des femmes ont donné leur numéro de téléphone à ce galeriste pendant une soirée festive et qu'elles se sont senties flattées, qu'elles ont ri avec lui. Et puis, en partant, le galeriste a embrassé une femme. Et puis, après coup, la femme a déclaré que c'était une violence sexuelle. C'est compliqué. Est-ce que c'est vraiment de la violence sexuelle? Ou s'agit-il d'une situation qui a été mal interprétée par M. König? Mais Fatima Benomar, à force d'avoir parfois une situation qui est dans cette zone grise dont on parlait à l'instant, bon, on a des femmes aujourd'hui qui sont silenciées, qui se voient attaquées en diffamation. Le risque, c'est ça? Oui, par exemple, Patrick Poivre-d'Arvor a tout de suite porté plainte contre ses accusatrices pour effectivement en faire des exemples et dissuader d'autres aussi de se manifester. Déjà, faisons un bilan positif dans le sens où on part de loin. Hein. En France, par exemple, on a pu, dans le contexte MeToo, faire voter cette loi sur l'âge minimum de consentement. Avant MeToo, les juges disaient qu'à 11 ans, elles pouvaient être consentantes par des rapports sexuels par un adulte parce qu'elles n'ont pas explicitement dit non. Et justement, Fatima Benomar, vous placez au cœur la question du consentement, Corentin. Ça a été au cœur en fait de changements législatifs. Oui, depuis 2018 en Suède et 2020 au Danemark, le consentement est entré dans la loi. Il existe d'ailleurs déjà dans plusieurs pays européens. Concrètement, si le consentement n'est pas exprimé de manière explicite, eh bien la justice peut considérer a posteriori que c'était un viol. Alors pour autant, est-ce qu'on peut légiférer sur ce qui se passe dans une chambre entre deux individus, ou plusieurs d'ailleurs? Nos invités n'étaient pas tous d'accord, mais l'un d'eux l'a défendu, c'est un député islandais, et il a fait voter dans son pays une loi justement sur le consentement. Selon lui, c'est la bonne réponse à la question « Que faire ?» On a changé le code pénal en Islande il y a quelques années. J'avais d'ailleurs fait une proposition de loi bien avant que le mouvement MeToo débute. La loi dit que le consentement est considéré comme obtenu s'il est exprimé clairement de son plein gré. Bien sûr, vous pouvez dire que ce consentement est très difficile à prouver. Mais ce que nous voulons avec cette loi, c'est que maintenant,
Si un homme et une femme veulent avoir un rapport sexuel, quel qu'il soit, ils doivent obligatoirement obtenir un consentement très clairement exprimé. Avec le système du consentement tel qu'il est maintenant prévu en Islande, une femme qui a bu, un homme qui a bu, quelle est la présomption finalement dans le consentement? Ça m'intéresse parce qu'en France, cette question, elle est encore sur la table et on la plaide et on la discute à chaque fois. Il me semble que dans ce cas, aucun des deux ne peut donner son consentement. Les deux ont trop bu pour avoir un jugement. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est très difficile à prouver. Mais cette loi est faite pour vous dire clairement comment vous pouvez vous comporter. Je pense que le plus douloureux, c'est le fait qu'on insiste pour que les relations sexuelles obéissent à un mécanisme presque clinique, avec un consentement qui doit constamment être actualisé pendant la relation sexuelle et que l'on doit tout le temps pouvoir constater. Tout ça, à mon sens, pervertit un élément fondamental des relations sexuelles entre les êtres humains, qui est le mystère, la surprise. Svenja Flespoller, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. Finalement, à force de toujours être dans cette idée d'avoir un consentement éclairé, affirmé, cette zone grise dont vous parliez tout à l'heure, en fait, elle n'existe plus. Est-ce qu'on est en train de tuer le sexe? On est en train de tuer l'amour comme ça? En premier lieu, il faut dire qu'au moment où deux personnes se rencontrent, car il y a aussi des relations homosexuelles, et où l'un désire l'autre, où la séduction est en jeu, où l'érotisme est en jeu, bien sûr, c'est toujours une situation ambivalente, à double tranchant, délicate, parce que le seul mot de séduction a évidemment quelque chose de l'ordre de la manipulation. Quand je séduis quelqu'un, je l'emmène quelque part où il ne voulait peut-être pas aller de lui-même. Donc, je pense qu'on ne peut pas régler juridiquement et de bout en bout tout le domaine de la sexualité. Mais alors, pour être clair, ça veut dire qu'en fait, il faut se fiche du consentement et libérer en fait le désir des femmes, qu'elles assument ce désir. Enfin, concrètement, ça veut dire que il faut se libérer de cette idée? Je dis simplement qu'il y a des domaines de la sexualité que nous ne pouvons pas réglementer juridiquement. Et là, oui, ce serait ma thèse. Il est beaucoup plus efficace de libérer le désir latent de la femme, pour ainsi dire, et d'encapaciter la femme, plutôt que de la considérer en quelque sorte comme une petite souris que le droit doit protéger parce qu'elle n'y arrive pas elle-même. Et cette femme puissante, je la trouve absente du mouvement MeToo. Et je crois que c'est justement cette trop grande importance accordée au droit qui restreint la femme, parce qu'on ne la croit pas capable de régler elle-même la situation. Et justement, selon l'une des voix discordantes de notre atelier, MeToo pourrait bien être opposé à l'idée même du féminisme. Oui, c'est ce que dit Pablo de Lora. Selon lui, le mouvement MeToo enferme les hommes, mais aussi les femmes, dans des carcans. Alors, MeToo est-il anti-féministe? C'est l'opinion impopulaire de la semaine. Je crois que le principal problème du féminisme hégémonique, et j'entends par féminisme hégémonique, une fraction du féminisme qui a remplacé d'une certaine manière la vieille lutte des classes marxistes par une lutte entre sexes. À mon avis, c'est un féminisme qui, de façon trop précipitée et peu nuancée, croit voir des structures patriarcales ou hétéropatriarcales partout. Je crois que le problème principal, ou l'un des problèmes principaux, c'est qu'il victimise les femmes, qu'il les considère toutes comme des victimes et qu'il les rabaisse par nature. Et il oublie que l'une des dérives les plus importantes de l'émancipation des femmes, c'est qu'elles sont aussi capables de faire du mal. Un féminisme qui prétend voir dans tous les hommes une violence structurelle ou un machisme inné, et dans toutes les femmes des victimes, c'est un féminisme que je conteste radicalement. Fatima Ben-Omar, vous n'êtes pas dans une idée d'encapacitation des femmes? C'est pas du tout mon propos. Le patriarcat est un système tellement vieux
tellement antérieure, même au capitalisme, au racisme, etc., qui n'a plus besoin, en fait, de l'État ou de lois sexistes pour fonctionner. Entre guillemets, aujourd'hui, le patriarcat, il fonctionne naturellement. Quand je vais, en 2016, porter plainte pour agression sexuelle dans le commissariat du 11e arrondissement, et que le policier me dit « La prochaine fois, vous rentrerez chez vous moins tard ou accompagné ». Il sait très bien qu'il ne se réfère pas à une loi, il ne se réfère pas à un état social, il se réfère à un ordre social qui est complètement intériorisé dans la société. Donc le débat qu'on doit avoir sur le consentement, c'est qu'effectivement le consentement il doit être éclairé, il doit être rétroactif, ça c'est super important. Pour le coup, les conventions machistes aujourd'hui, c'est que tu as démarré un mec, une fois qu'il est parti, il peut plus s'arrêter. Et genre, tu as signé implicitement un contrat, tu dois aller au bout de ton contrat. C'est ça, les conventions extrêmement conservatrices qu'il y a aujourd'hui. Je pense qu'il y a d'autres scénarios. Mais vous entendez cette zone grise? C'est quelque chose qui me laisse un peu sceptique parce que sur la zone grise, moi, quand je suis dans un rapport de séduction implicite avec un homme, par exemple, que je désire, mon cerveau devient un bac+10 en détection de signes de consentement, parce que j'ai pas envie de me prendre un râteau. Donc tout, même dans ce qui est non dit, dans la recherche de la connexion du regard, du sourire, etc., dans les stimuli du visage, tout à ce moment-là est analysé au peigne fin dans ma tête pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu, même si on ne se l'est pas dit. Là, on ne parle pas de ça. La plupart des hommes qui vont arguer sur la zone grise vont dire « il y a peut-être eu un malentendu », alors que je pense, franchement, qu'on sait très bien détecter une personne qui est en train de se dérober au rapport de séduction où on est, ou quelqu'un qui est en train d'adhérer, même si ce n'est pas dit explicitement. Mais je trouve que nous parlons trop peu du fait que dans de nombreuses situations, les femmes n'utilisent pas les possibilités d'action qu'elles pourraient avoir en fait. Parce qu'elles ont appris qu'elles ne doivent pas offenser le narcissisme masculin, parce qu'elles se considèrent comme le miroir du désir masculin. Et là, je dirais que les femmes ne sont pas simplement des victimes, mais qu'elles sont fortement marquées par des schémas de pensée patriarcaux que nous portons encore en nous et qui nous poussent en quelque sorte à la passivité. Mais je crois que se contenter de dire « c'est de votre faute à vous les hommes et notre position est merveilleuse et nous ne devons absolument pas travailler sur nous-mêmes », c'est un peu court. Et cela affaiblit les femmes. Dans cette stratégie, parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de prise sur les représentations qui sont projetées sur nous. Je vous donne un exemple, une fille très libérée dans un lycée qui commence à avoir l'image de la salope du lycée. Elle peut essayer d'argumenter en disant « non mais attendez, j'ai le droit par exemple de ne pas avoir un copain attitré, d'avoir plusieurs relations sexuelles, etc. » Même quand elles essayent d'être dans cette position de reprendre en main leur destin, d'assumer, de se débarrasser de cette image de victime, le système est encore assez fort pour leur en faire payer lourdement le prix. Justement, quand on fera le bilan de MeToo, peut-être dans 10 ans, on se reverra, j'espère. Quelle est, selon vous, l'urgence? Je pense qu'on va pouvoir mesurer, encore une fois, qu'il y aura assez de débats, assez de production théorique, assez d'écriture, assez de livres pour faire évoluer effectivement la définition et du consentement et des rapports femmes-hommes et de ce qui est interdit par la loi et de ce qui relève de la violence. N'oubliez pas qu'en 2014, quand on a créé le collectif Stop Harcèlement de rue, mais tout le monde s'est moqué de nous. Tout le monde a dit « mais qu'est-ce que c'est encore que cette lubie de féministe ?» Et aujourd'hui, ça fait consensus. Comme quoi les choses bougent. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir accepté de débattre. On sera ravis en tout cas de voir comment les choses vont évoluer. Merci Corentin. Merci Nora. Et maintenant, place à notre grand entretien. Je reçois la romancière Christina Sweeney Baird. Glasgow 2025, un virus inconnu apparaît. Bientôt, ce fléau se propage à toutes les capitales mondiales. Nulle contrée n'est épargnée par ce nouveau mal qui frappe surtout les mâles. 90% de la jante masculine de la planète disparaît, laissant les sœurs, les épouses, les mères gérer leur deuil et hériter de la planète. C'est l'histoire de La fin des hommes, un roman dystopique écrit par une jeune romancière britannique, un temps journaliste, encore juriste. Bonsoir Christina Sweeney Baird. Bonjour, merci de me recevoir. Ce monde sans hommes que vous avez créé, c'est une utopie ou c'est un cauchemar ? Un peu des deux. Je dirais surtout une dystopie. Le roman n'imagine pas un monde de rêve où les femmes voient avec joie les hommes mourir. Il y a une part de deuil et une reconnaissance émotionnelle de ce que nous perdrions si 90% des hommes mouraient. C'est un roman dystopique qui peut nous montrer ce que nous devons changer dans le monde actuel. C'est vraiment ça que je voulais faire passer dans ce roman.
Et justement, votre roman, il est paru en 2019, deux ans après le début de la vague MeToo, dans une période où la question, et on le voit encore, des rapports hommes-femmes est redevenue un débat absolument central dans la société. Est-ce que ça vous a inspiré ? Absolument, même si c'est indirect. Je pense qu'il y avait une énorme conversation culturelle autour de MeToo, sur la place des femmes dans le milieu professionnel, sur la façon dont les hommes et les femmes interagissaient, sur la façon dont nous percevions les choses telles qu'elles étaient avant. Il y avait tellement de secrets. Les femmes acceptaient, de plein de façons différentes, un comportement qui ne fonctionnait pas. Il y a un exemple dans le roman, quand après 5 ou 6 ans de pandémie, 90% des hommes sont morts. Un homme dit « Les femmes me draguent tout le temps, c'est un peu effrayant, un peu bizarre. » Et des femmes lui répondent « Oui, mais c'est comme ça que ça se passait pour nous avant. » Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous racontez à front renversé une réalité qui est celle des femmes depuis des siècles. Quand vous dites que cela a créé une conversation entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? J'ai été très agréablement surprise. Quand ils voient le titre, ils se disent « Est-ce que c'est vraiment un roman pour moi, ça ?» Et je les comprends. Je pense que le titre est assez choquant. Mais une fois que les hommes le lisent, ils voient qu'il ne s'agit pas d'une œuvre misandre. L'un des personnages principaux, Catherine, a un mari et un fils de 3 ans. Elle essaye désespérément de maintenir la sécurité de sa famille. Ce n'est pas un roman où les femmes disent « les hommes meurent, on s'en fiche ». Il y a un vrai chagrin, un sentiment de perte qui est exploré. Donc quand les hommes le lisent, ils se disent « en fait, c'est un livre sur l'égalité qui vise l'harmonie entre les hommes et les femmes ». Mais en supprimant 90% de la population masculine, je pense qu'on fait ressortir les lacunes et les problèmes auxquels nous faisons face actuellement. Alors, Christina, vous avez décidé de faire ce livre sous le format de la dystopie qui nous renvoie en fait à une réalité qu'on ne souhaite pas forcément, dans lequel donc les hommes disparaissent. Vous n'êtes pas la première à aller justement sur ce terrain. On pense notamment à la bande dessinée Y, le dernier homme, la littérature. On a pu avoir The Handmaid's Tale ou The Maid de Sandra Newman. Est-ce que finalement, c'est aussi une manière de poser un propos politique par le livre ? Oui, c'est une tendance, car tous les écrivains vivent dans le même monde. Nous lisons et regardons peut-être des choses différentes, mais il est impossible d'échapper au débat sur les relations hommes-femmes. Donc les romans dystopiques féminins écrits ces dernières années font absolument partie d'un mouvement de fond culturel. L'intérêt pour des séries comme Y, le dernier homme et The Handmaid's Tale, basées sur des romans graphiques écrits il y a longtemps, montre que les hommes et les femmes, et surtout les jeunes femmes, je pense, sont beaucoup plus engagés aujourd'hui. C'est en partie dû au débat autour de MeToo. Les gens se sont dit « ça m'intéresse, je veux en savoir plus sur ce sujet », mais pas en lisant le résumé d'une conférence ou de la non-fiction. Je veux ressentir ça à travers différents personnages. Et c'est ça aussi votre objet, faire en sorte, et vous le disiez à l'instant, de lire quelque chose que vous auriez aimé peut-être avoir lu avant quand vous étiez plus jeune ? Absolument. Lorsque j'écris, l'une des choses auxquelles je pense toujours est que pendant des siècles et des millénaires, les femmes ont écrit mais n'ont jamais été publiées. Je me demande toujours, combien d'histoires n'ont pas été racontées par des femmes? Donc ça, c'est une de ces histoires que j'aurais aimé lire quand j'avais 14 ou 20 ans. Le regard féminin, c'est quelque chose dont on parle beaucoup plus désormais. Et je trouve très réconfortant d'avoir pu écrire ce livre et qu'il ait été publié dans plusieurs pays. Il est clair qu'il y a, je pense, une compréhension croissante du fait qu'il existe différents types de fiction. Il n'aurait pas été publié il y a 40 ans, dans une industrie de l'édition beaucoup plus dominée par les hommes. Et alors le prochain, ce sera quoi? La question du jour. C'est également un roman dystopique. Il explore davantage la notion de fertilité ainsi que les questions environnementales. Je suis toujours un peu superstitieuse, de façon totalement irrationnelle, à l'idée de décrire un roman avant qu'il ne soit terminé. Mais ce sont les thèmes principaux. C'est toujours une dystopie. Pour moi, la fiction spéculative dystopique est vraiment intéressante, car elle permet d'explorer une version alternative d'un monde qui reste très proche du nôtre. On peut les comparer assez précisément, donc on peut s'imaginer dans ce monde effrayant et se dire « si c'était moi ». Donc je suis restée dans ce même genre de livre. Mais ça répond à quoi, justement, ces dystopies? Ce que vous allez explorer, c'est des angoisses profondes ou est-ce que vous allez justement chercher l'inspiration?
L'une des choses qui m'a vraiment intéressée, c'est qu'à travers le Covid, en 2020 et 2021, des choses auparavant inimaginables se sont produites et que nous avons tous dû les accepter. Le gouvernement a dit, et c'était justifié, que nous devions rester à la maison. Il était donc illégal, par exemple, d'aller chez sa mère, prendre une tasse de thé. En fait, finalement, la réalité va même plus loin que la dystopie. Absolument, nous avons tous vécu une dystopie. C'est l'un des grands thèmes que j'explore dans mon prochain livre, parce que je ne l'ai pas vraiment fait dans La fin des hommes. Bon, bah écoutez, en attendant, on peut lire et relire La fin des hommes. Merci beaucoup, Christina Swenebert, d'avoir été avec nous. Merci et à très bientôt. Voilà, 27, c'est fini. Mais comme vous le savez, notre grande consultation continue. Vous êtes très nombreux à y participer et merci pour cela. Dans les prochaines semaines, nous discuterons de la précarité, de la fast fashion ou encore de la sécurité sanitaire alimentaire. Vous avez envie de débattre? Écrivez-nous. 27, c'est fini sur cet écran, mais ça continue sur tous les autres. Alors n'hésitez pas à réagir et à commenter sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Tchuss.